Eh bien, nous sommes ravis d'être réunis aujourd'hui pour ce webinaire sur l'audit interne dans le secteur public, comprendre son rôle et ses enjeux. Et donc, moi, je suis Claire de Soras, c'est moi qui vais un peu animer ce webinaire, cette table ronde aujourd'hui. Brièvement, je viens du secteur public puisque je suis encore en disponibilité du ministère de l'Intérieur. Et après un passage, mon dernier poste, c'était responsable de l'audit interne à Interpol. J'ai créé ma boîte de conseil en audit interne, gestion des risques et facilitation en intelligence collective. Et je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir et d'être avec Oriane Labbé, Isabelle Pavis et Yanis Wendling. Et donc, je vais laisser chacun se présenter brièvement et puis ensuite indiquer ses motivations, comment est-ce qu'on arrive à être auditeur, responsable de l'audit interne, responsable ministériel de l'audit interne, inspecteur général avec une fonction d'audit interne dans la fonction publique aujourd'hui. Oriane, si vous voulez commencer. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc, je suis Oriane Labbé et je travaille depuis une quinzaine d'années dans le contrôle et l'audit des fonds européens dans le secteur public. Alors, étant ingénieur agronome de formation initiale, j'ai commencé par le contrôle des aides de la politique agricole commune, qui reste encore aujourd'hui l'une des plus intégrées et des plus financées du budget de l'Union européenne. La PAC, elle est constituée de deux grands fonds. Un fonds qui est dédié aux aides directes versées aux agriculteurs, calculées sur la base des surfaces agricoles et du nombre d'animaux, avec des dispositifs de soutien aux filières agricoles, et également un fonds dédié au développement rural pour stimuler l'économie rurale. Et en 2015, je suis passée du contrôle à l'audit de ces fonds européens en rejoignant la commission de certification des comptes des organismes payeurs, la C3OP. C'est une commission qui intervient dans le processus d'apurement des comptes de la France, c'est-à-dire qu'elle émet un avis chaque année sur les budgets européens agricoles. En 2023, la PAC est passée d'un modèle fondé sur les coûts vers un modèle fondé sur les résultats, avec une logique de performance. Et donc, après une formation sur l'audit en environnement numérique, j'ai contribué à faire évoluer nos méthodologies d'audit de façon à se prononcer sur la qualité des données et sur les processus de reporting des données extra-financières. Et j'ai voulu élargir mon champ d'intervention à d'autres politiques publiques, notamment la transition écologique, le secteur de la santé, la compétitivité des entreprises. Et donc, en 2025, j'ai rejoint l'Autorité nationale des fonds européens, l'ANAF, pour travailler sur un dispositif beaucoup plus récent qui s'appelle la Facilité pour la reprise et la résilience. Alors, ce dispositif a été mis en place à la suite de la crise de la Covid-19 pour relancer relancer l'économie au niveau européen. Et il marque une évolution majeure dans l'histoire budgétaire européenne, dans le sens où il est financé par un emprunt commun levé par l'Union européenne sur les marchés financiers. Et donc, dans ce contexte, l'audit consiste à évaluer les dispositifs de contrôle interne mis en place par un grand nombre d'acteurs publics, des administrations, des agences, des opérateurs de l'État, mais également des banques publiques ou encore des collectivités territoriales. Et pour la FRR, avec une approche donc sur la performance. Donc, qu'il s'agisse de la politique agricole commune ou de la facilité pour la reprise et la résilience, nos travaux d'audit s'articule concrètement autour de deux axes qui sont très complémentaires. D'une part, l'évaluation des dispositifs de contrôle interne avec l'examen des procédures de gestion des aides, des procédures comptables. Lorsque des faiblesses sont identifiées dans ces dispositifs, nous formulons des recommandations à la fois opérationnelles et stratégiques pour les renforcer. Et ces analyses qualitatives sont complétées par des tests quantitatifs sur les dépenses, les créances à recouvrer ou encore les listes de bénéficiaires. Et donc, selon les méthodologies utilisées, on peut être amené à mobiliser des méthodes d'échantillonnage statistique. Mais la finalité de ces audits reste toujours la même, c'est sécuriser l'utilisation des fonds publics européens
en s'assurant que cet argent soit utilisé conformément aux règles et prévenir les risques d'irrégularité, de fraude, mais également les risques de recouvrement par la Commission européenne. Très bien, merci beaucoup Oriane. On reviendra sur toutes les questions que ça peut susciter dans le cours de notre webinaire. Isabelle, est-ce que vous voulez bien vous présenter également? Et qu'est-ce que ça veut dire RMAI? Bonjour à toutes et tous. Alors RMAI, ça veut dire responsable ministériel de l'audit interne. C'est une fonction qui a été identifiée et définie par le décret du 22 avril 2022, mais on y reviendra plus tard. Alors moi, je suis devenue auditrice interne après dans une deuxième partie de carrière, après j'ai fait le compte ce matin, 2 décennies de fonctions opérationnelles et managériales au sein du ministère financier. Après ce premier parcours, à la faveur d'une mobilité statutaire, en fait, j'ai découvert le métier d'auditrice interne. Donc, c'est un peu le hasard qui m'a conduit à ce métier que j'ai appris, en fait, au contrôle général économique et financier des ministères financiers. Pendant 2 ans et demi, j'ai été auditrice interne donc j'ai participé et contribué à des audits, notamment d'organismes avec un spectre financier plutôt. C'était plutôt des audits financiers ou d'organisation. Et à la suite, cette rencontre un peu fortuite de l'audit interne, j'ai assez vite compris, c'est devenu une conviction en fait de faire l'audit interne, puisque au bout de ces 2 ans et demi, j'avais vraiment eu le sentiment d'avoir pu capitaliser d'abord sur toutes les compétences acquises dans ma première partie de carrière, que ce soit les compétences managériales, d'écoute, de relations, de qualité de relations, et puis avec qu'on peut avoir avec ces interlocuteurs, toutes les compétences techniques que j'avais pu acquérir également, tout cela était capitalisable dans mes fonctions d'auditrice interne. Donc ça, c'était un premier point très positif à titre personnel, j'ai envie de dire. Mais aussi, j'ai eu la conviction que l'audit interne était vraiment l'outil qui, pour moi, pouvait le mieux incarner l'utilité que je souhaitais avoir au service de l'action publique. Et parce que l'audit interne, c'est un outil de sécurisation de l'action publique qui contribue à maîtriser les risques associés à l'atteinte des objectifs d'une organisation. C'est tout le cœur de nos travaux, que d'aider à maîtriser les risques de l'organisation à laquelle on appartient. C'est un outil qui donne des pistes et des recommandations pour améliorer l'action publique. Donc, c'est aussi un outil d'aide à la décision. Et donc, face à ces deux grands volets que constitue l'audit interne, j'ai souhaité continuer après la mobilité au contrôle général économique et financier, continuer dans cette voie, et notamment en intégrant l'inspection générale des affaires sociales et en devenant aujourd'hui, en tous les cas, responsable ministériel de l'audit interne au sein des affaires sociales, donc au sein des ministères des affaires sociales qui couvrent un périmètre assez large, puisqu'on couvre les périmètres, le champ emploi, le champ travail, formation professionnelle, santé, cohésion sociale, protection sociale. Donc ça fait un champ d'intervention assez large, on peut le dire, pour l'audit interne. Au regard, on s'efforce au travers de la programmation d'audit que nous faisons en lien avec les services audités et les commanditaires, d'identifier les risques majeurs sur lesquels intervenir. Donc là aussi, ça s'appuie sur l'audit en tant qu'aide à la sécurisation de l'action publique pour intervenir sur les risques critiques en étant le plus concret possible, le plus opérationnel possible dans nos recommandations pour aider les décideurs à améliorer l'action qu'ils conduisent. Très bien, merci beaucoup. Et Yanis, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle et un peu votre parcours? Oui, alors je vais répéter sans doute certaines choses qui ont été dites par Oriane et Isabelle, en tout cas sur l'intérêt que je porte à cette fonction. Mais peut-être quand même, je rebondirai sur ce que Isabelle a dit, que je partage beaucoup. Je trouve que ce qui est formidable dans ce métier, après notamment un parcours professionnel antérieur, c'est que c'est l'occasion aussi de mobiliser toutes les compétences ou toutes les expériences qu'on a pu acquérir et de les mettre à profit de son organisation. Et je trouve ça que c'est vraiment, je trouve très, très enrichissant, plutôt que d'aller sur un métier qui va nous réorienter vers une discipline, vers une approche encore un peu plus étroite. Et là, vraiment, je trouve qu'on peut
mobiliser toutes nos expériences. Alors, les miennes, quelles sont-elles? En tout cas, quelles sont les expériences que j'ai pu acquérir dans le passé? Moi, j'ai débuté par l'audit externe. Alors, non pas dans un organisme public, mais dans un cabinet, un grand cabinet international de conseil et d'audit, où j'ai pu faire de l'audit externe dans différents secteurs d'activité. Dans l'assurance, dans l'industrie, y compris dans le secteur public. Mais en fait, ça ne m'a pas beaucoup plu. Voilà. Et cette approche de l'audit externe, qui était très comptable et très financière, a été très formatrice. J'ai appris une méthode, une rigueur, j'ai appris une technicité pour objectiver des faits, pour démontrer, pour mesurer les écarts. Voilà, ça a été très formateur, mais l'étroitesse du champ, qui était juste le champ comptable et financier, me plaisait peu. Et du coup, je suis parti plutôt dans des missions ensuite de conseil auprès des secteurs publics différents, les collectivités, l'État, mais aussi au niveau des acteurs européens, plutôt dans des missions d'accompagnement au changement, soit d'organisation, mais aussi de personnes pour la prise de poste, la mise en œuvre de projets ou de politiques publiques dans le domaine environnemental, mais aussi dans les domaines parfois très opérationnels, comme l'aménagement. Et j'ai eu l'opportunité ensuite de rejoindre le département de la Seine-Saint-Denis, où le président et le directeur général de l'époque, comme le président et le directeur général actuel, souhaitaient en fait faire de l'audit interne un outil au service de cette collectivité afin de l'aider à relever ces défis. Alors pourquoi ça m'a plu? Tout simplement parce que je trouvais que c'était un poste où je pouvais à la fois mobiliser tout ce que j'avais pu faire et toutes les compétences techniques que j'avais pu acquérir dans le cadre de l'audit externe que j'avais pu connaître, mais également tous les accompagnements que j'avais pu mener auprès des différents acteurs publics dans le cadre de leurs projets, dans leurs politiques aussi variées. Et y compris sur les activités plutôt d'audit, de conseil, c'est-à-dire être en accompagnement d'une organisation pour l'aider, comme l'a dit Oriane et comme l'a dit Isabelle, à sécuriser la mise en œuvre de ces politiques publiques, la mise en œuvre de ces projets de mandat, la mise en œuvre du service à rendre à la population en matière sociale, en matière également d'infrastructures et d'équipements. Et je trouvais que du coup, ce poste, moi, m'offrait une belle synthèse par rapport à toutes mes expériences. Alors, en Seine-Saint-Denis, quelle est la commande passée à l'audit interne? Elle est vraiment de sécuriser le bon fonctionnement de l'institution et du coup de sécuriser l'institution dans sa capacité à agir sur le territoire. On l'a vu pendant les Jeux Olympiques, on a dû cartographier les risques et auditer la maîtrise des risques par rapport aux ouvrages dont on était maître d'ouvrage, mais c'est également lorsqu'il y a eu les extensions de périmètre, de compétences en matière d'aide sociale pour les personnes âgées, personnes handicapées, on a pu auditer la capacité de la collectivité à s'organiser, se structurer, y compris sur les systèmes d'information, pour délivrer les aides en temps, en heure, au centime près, de manière la plus adéquate possible. Et du coup, ça permettait de sécuriser aussi l'usager par rapport aux obligations que nous avons de lui apporter son concours. Donc, ça permettait aussi d'avoir plus de sens, en tout cas, que les accompagnements que j'avais pu faire dans le passé et être directement en appui des acteurs opérationnels pour la réalisation de leur mission à travers des constats objectivés, des constats plus précis peut-être que l'administration peut faire son travail du quotidien et aussi dans les recommandations qu'on peut établir. Et c'est aussi cette prise de distance qui m'intéressait et ce compagnonnage avec les opérationnels je trouve qui m'intéressait. Par ailleurs, la collectivité a fait le choix très vite, en tout cas au moment de mon recrutement, d'être certifiée par l'IFACI. Ce qu'on voulait, c'était aussi d'en faire une vitrine pour la collectivité. C'est une collectivité un peu emblématique, une collectivité qui porte de nombreux enjeux, qui fait appel aussi parfois à l'État pour nous aider à accomplir nos missions par rapport à l'ampleur des défis qui sont les nôtres sur le territoire. Et du coup, pour être un acteur crédible, les présidents successifs et les directeurs généraux successifs ont toujours vu les fonctions d'audit comme finalement un gage de confiance, en tout cas quelque chose qui peut solidifier les prises de position de la collectivité et aussi crédibiliser le département comme étant un partenaire de confiance dans ces discussions avec les autres administrations. D'où le fait aussi du coup que
mon application à l'IFACI, mais en tout cas de faire cette fonction, une fonction aussi stratégique pour l'autorité politique. Et enfin, peut-être dans les collectivités, mais on y reviendra tout à l'heure, c'est un métier très jeune, et je trouve que c'est aussi l'occasion, quand on est responsable d'audit, d'accompagner, de former des professionnels, jeunes ou moins jeunes, hein, mais du coup, c'est un métier souvent où on transite, où on passe, et du coup, ça, en termes managérial, je trouve ça aussi assez formidable, c'est une belle expérience d'accueillir des personnes, de les former, les accompagner sur un temps plus ou moins loin, sur un métier nouveau. Voilà en tout cas l'intérêt que je vois à cette fonction et le travail qu'on nous confie ici en Seine-Saint-Denis. Merci beaucoup Yanis, Isabelle et Oriane pour cette présentation. Alors, on a une petite heure à passer ensemble et justement, la première question sur laquelle on va débattre, où vous allez un peu nous expliquer la particularité de l'audit interne dans le secteur public. Et aujourd'hui, pourquoi faire ce métier, hein? Pourquoi est-ce que toutes les fonctions publiques mettent cet accent si important sur l'audit, le risque et le contrôle interne, mais particulièrement sur l'audit interne? Et donc, Isabelle, si vous voulez commencer aussi peut-être avec un bref historique de la construction de l'audit interne dans le secteur public et comment on en est arrivé là où on en est aujourd'hui. Donc effectivement, Yanis le disait tout à l'heure, c'est une fonction assez récente dans le secteur public, l'audit interne, hein, qui est beaucoup plus ancrée dans le secteur privé depuis très très longtemps. Dans le secteur public, c'est né de manière officielle, par voie réglementaire, en 2011, un décret du 30 juin 2011 qui a installé les fonctions d'audit interne. Il y avait une circulaire qui accompagnait ce décret. Donc ça fait à peine 15 ans en fait que l'audit interne a été identifié de manière officielle dans nos entités de l'État. Je parle de l'audit interne au sein de l'État. Il pouvait y avoir eu des préfigurations dans quelques ministères qui avaient pris un peu d'avance à la fin des années 2000, mais fondamentalement, l'ensemble a pris un élan à partir de 2011. Aujourd'hui, ce décret de 2011 a été remplacé par un décret plus récent qui date du 22 avril 2022 et qui nous fait marcher sur nos deux jambes parce que le décret de 2011 ne portait que sur l'audit interne. Le décret de 2022 porte à la fois sur le contrôle interne et l'audit interne, ce qui n'a l'air de rien, mais qui est quand même essentiel pour bien comprendre l'articulation entre ces deux versants de la maîtrise des risques que sont contrôle interne et audit interne. Donc, ce décret de 2022 a installé un comité interministériel du contrôle et de l'audit interne de l'État, a confirmé l'installation de fonctions d'audit interne au sein de chaque ministère et puis a demandé l'installation de fonctions de maîtrise des risques, si elles n'existaient pas déjà d'ailleurs hein, dans les ministères, c'était souvent le cas, mais en tout cas a formalisé l'existence de missions ministérielles de contrôle interne dans chacun des ministères. Donc, cette structuration est relativement récente quand on regarde les choses, quand on regarde un peu dans le rétroviseur. Néanmoins, sur une petite quinzaine d'années, les choses ont énormément évolué. Vraiment énormément. On est passé à la fin des années 2011 d'un audit financier essentiellement ancré dans le champ financier en s'appuyant sur la LOLF, sur le décret de la gestion budgétaire comptable publique qui visait très précisément, le décret GBCP visait précisément la maîtrise des risques et l'audit interne, le contrôle interne et l'audit interne. On est passé de ça, donc une vision assez financière de ce métier, à une audit tournée beaucoup plus aujourd'hui vers les fonctions métiers ou les fonctions dites support, transversales. Aujourd'hui, dans les ministères, je ne parle que des ministères à ce stade, mais dans les ministères, certes, les audits financiers existent toujours. On a des sujets de sécurisation, évidemment, des processus financiers, mais ce n'est plus nécessairement une part majoritaire dans les programmations d'audit interne. Pour ce qui concerne les affaires sociales, par exemple, les audits financiers sont bien sûr toujours prévus dans la programmation, mais ils représentent environ 20% de notre programmation. Le reste, ce sont des audits sur le pilotage, les organisations, les processus métiers, les fonctions transversales.
Donc, on a beaucoup fait évoluer sur ces 15 dernières années l'audit interne, dans sa structuration, mais aussi dans les sujets qu'il traite. C'est un métier qui est normé, donc c'est un métier récent dans le secteur public, mais qui répond totalement, qui vise à s'intégrer et à répondre totalement aux normes internationales d'audit interne. Donc, c'est un métier normé qui répond aux normes internationales d'audit interne, mais avec quelques spécificités dans le secteur public. Et d'ailleurs, les récentes normes, enfin les normes mises à jour et applicables depuis 2025, prévoient et prennent en compte cette spécificité de l'audit interne dans le secteur public. C'est une nouveauté d'ailleurs, qui n'était pas identifiée dans les précédentes normes, puisque les fonctions d'audit interne dans le secteur public peuvent être contraintes par un cadre législatif ou réglementaire, et donc ça peut impacter le fonctionnement de la fonction d'audit interne et peut expliquer des particularités dans la mise en œuvre et dans la déclinaison des normes internationales appliquées aux fonctions d'audit interne du secteur public. D'ailleurs, les nouvelles normes internationales ont prévu à la fin un paragraphe spécifique en disant, voilà, si vous êtes une organisation soit de petite taille, soit du secteur public, on peut appliquer différemment. Enfin, voilà, et ça, c'est très intéressant. Tout à fait. Et d'ailleurs, de petite taille ou du secteur public, voire parfois les deux, parce que parfois ça se cumule. Ça se cumule. Mais effectivement, ça nous laisse quand même une petite marge de manœuvre pour adapter le déploiement de certaines normes qui peuvent être extrêmement contraignantes quand on est une petite fonction d'audit interne ou quand on est une fonction d'audit interne relevant du secteur public avec des contraintes qui ne sont pas nécessairement les mêmes dans le secteur privé. Et puis enfin, pour ce qui concerne l'État, donc c'est une fonction ministérielle. L'audit interne est installé dans chaque ministère. C'est bien une fonction ministérielle, mais qui est aussi animée au niveau interministériel. Je le disais tout à l'heure, le décret de 2022 a créé le comité interministériel du contrôle et de l'audit interne. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Alors, ce comité, ce CICAI, est composé de 3 collèges. Un collège de l'audit interne qui rassemble l'ensemble des responsables ministériels de l'audit interne au sein de chaque ministère, un collège risque et contrôle interne qui rassemble les secrétaires généraux en tant qu'ils sont responsables de la maîtrise des risques et du contrôle interne et leurs équipes, un collège des directions dites transversales à vocation interministérielle que sont par exemple la direction générale de l'administration de la fonction publique, la direction des achats de l'État ou encore la direction de l'immobilier de l'État par exemple, et d'autres. Et puis enfin, une commission mixte qui est composée de plusieurs représentants de chacun de ces 3 collèges qui portent sur la professionnalisation des auditeurs et des responsables du contrôle interne. Donc c'est une fonction, l'audit interne, qui est aussi animée au niveau interministériel et c'est très important en termes de partage de pratiques notamment. Merci beaucoup Isabelle. Peut-être on a déjà des questions dans les commentaires qui sont assez variées. On aura un temps de questions-réponses à la fin, et notamment sur la différence entre le public et le privé, etc. Peut-être aujourd'hui, pourquoi faire de l'audit en fait aussi pourquoi faire ce métier en tant que tel, en tant que fonctionnaire ou pas, enfin voilà, pourquoi faire de l'audit interne dans le secteur public aujourd'hui? On pourrait se dire que bon, après tout, l'administration sait administrer et donc n'a pas forcément besoin de l'audit. Donc, quels sont les objectifs de l'audit de ce métier aujourd'hui? Oriane, peut-être. Oui, aujourd'hui, l'audit interne, alors si je m'en réfère à l'audit des fonds européens, il vise aussi à sécuriser notre capacité de financement. Donc ça passe par le fait de garantir le bon emploi de l'argent public européen, puisque les fonds européens représentent des montants considérables et financent des politiques qui sont essentielles pour notre souveraineté alimentaire, notre souveraineté industrielle et technologique, pour la compétitivité de nos entreprises, et ce, au service de l'emploi, des territoires, de la transition écologique. Et donc, l'enjeu est double. C'est à la fois sécuriser l'utilisation de ces financements, tout en préservant la soutenabilité de nos finances publiques nationales.
Et pour cela, l'audit va jouer un rôle clé. Il doit être rigoureux, indépendant et fondé sur une analyse assez fine des risques afin de concentrer les contrôles là où ils sont les plus importants et de renforcer l'efficacité et la fiabilité des financements européens, en tout cas pour les financements européens. Enfin, ce qui rend aussi ce métier d'auditeur interne des financements européens particulièrement intéressant et stimulant, c'est la dimension européenne. L'audit des fonds européens, il se construit dans un dialogue permanent entre les auditeurs de la Commission européenne et nos homologues des autres États membres. Et donc, ça crée un cadre de travail qui est très enrichissant, fondé sur un partage de méthodes et d'expériences et des pratiques à l'échelle européenne. Et peut-être aussi pour faire le lien avec ce qu'Isabelle disait au début, l'Europe avait un temps d'avance quand même en termes d'audit interne. Alors si on reprend un peu l'historique de l'audit interne au niveau des fonds européens, globalement, on est passé en quelques décennies d'une logique de contrôle administratif des dépenses vers un audit plus stratégique des politiques européennes, qui est fondé sur les résultats. Alors, avant les années 2000, on était sur une logique de contrôle administratif des dépenses. Et puis, progressivement, à partir des années 2000, on a, sous l'effet un peu des règlements européens, s'est structuré les systèmes de gestion et de contrôle au niveau des autorités de gestion, avec une séparation claire entre autorité de gestion et autorité d'audit. Et donc, l'audit interne visait davantage à analyser ces systèmes de contrôle interne. Et ensuite est venu, pour les fonds européens, on raisonne en programmation pluriannuelle selon les programmations du budget européen. Donc, ce sont des périodes de 7 ans. Et donc, à partir de la programmation 2007-2013, on formalise un peu on intègre des vérifications de conformité avec la légalité, régularité des dépenses. Et progressivement, on vient à l'audit évolue vers des méthodes plus ciblées, fondées sur l'analyse des risques. Et ce n'est qu'à partir de cette programmation actuelle qu'on rentre dans une logique de performance. C'est-à-dire on met en place des objectifs, on assigne des objectifs aux politiques européennes et l'audit doit donner une assurance pour valider le fait que les résultats donnent les effets escomptés. Très bien, merci beaucoup. Peut-être Yanis, vous avez évoqué aussi pourquoi vous aviez voulu faire ce métier. On a vu protéger l'argent public, améliorer l'action publique. Qu'est-ce qui peut aussi pousser encore aujourd'hui à faire ce métier dans le secteur public et non pas dans le secteur privé? C'est vrai, on pourrait se le demander, parce que je rejoins ce qu'a dit Isabelle, le métier est très nouveau. J'ai envie, ce que dit Oriane, c'est que dans les collectivités, il n'y a pas de texte fondateur. On en vise décret de 2011 qui a été revisité. Les collectivités, principes constitutionnels, article de la Constitution, libre administration des collectivités. Il n'y a pas de texte fondateur qui fonde l'audit interne dans les collectivités. Donc, c'est vrai que là, on pourrait dire, mais pourquoi, du coup, y aller En fait, c'est vrai et pas vrai. Dans les collectivités, il y a toujours eu des modes, des grandes modes de réforme administrative, de management. On a eu tout un engouement sur l'ISO sur les marchés publics. Après, on a eu des labels, le label sur la qualité de service, la relation à l'usager. On a eu des démarches de lean management pour optimiser, maîtriser les dépenses. Donc, il n'y a pas eu de texte fondateur, mais il y a une succession de modes, en fait. J'appelle ça des modes, mais ça peut être plutôt des temps où on a essayé de faire appel à une nouvelle méthode pour aider finalement les collectivités à piloter leur administration. Après, je me souviens, même si ça remonte, quand il y a eu les changements de nomenclature comptable dans les années 90, on a essayé aussi d'introduire la comptabilité privée dans la comptabilité publique territoriale, en introduisant les provisions, les risques, provisions pour risque, etc. Et à l'époque, on a commencé à parler contrôle interne dans les collectivités.
Donc, il n'y a pas de texte fondateur, mais on voit qu'il y a toute une recherche, un tâtonnement pour essayer d'introduire quelque chose. Et puis, plus récemment, et puis par contre, aussi dont souffrent les collectivités, c'est que le contrôle interne, même si on en parle depuis quand même les années 90, en fait, ça a eu du mal à s'ancrer. Pourquoi ? Parce que le contrôle, en tout cas le contrôle interne, on l'assimilait au contrôle externe. En gros, le fait d'avoir externalisé, j'ai vu qu'il y a une question dans le chat sur le sujet, ou une remarque, le fait d'avoir l'ordonnateur d'un côté, le comptable de l'autre, le préfet pour contrôle de légalité, la chambre régionale des comptes en lien avec le préfet sur le contrôle budgétaire. En gros, le contrôle interne, la sécurisation, reposait plutôt sur les acteurs externes. Et du coup, dans ce contexte, il y avait le sentiment finalement qu'avec tous ces contrôleurs externes, les collectivités étaient protégées ou en tout cas n'avaient pas à progresser, même si elles ont cherché avec l'ISO, avec toutes ces méthodes à essayer de progresser. Donc c'est assez récemment en fait que l'audit interne s'est développé sous l'effet des fonds européens. Donc là, ce que disait Oriane, quand les régions ont pris en charge l'autorité de gestion pour un certain nombre de programmes européens, l'audit interne imposé par les règles européennes s'est développé dans les régions, mais souvent que sur le périmètre étroit des subventions ou des aides financées par l'Europe et pas pour le reste des actions des régions. On a eu également l'AFA qui a joué un rôle récemment plus important avec ses recommandations. L'Agence française anticorruption. Absolument, cartographie des risques, contrôle interne comptable et financier, mais aussi actions pour prévenir les risques d'atteinte à la probité et qui ont beaucoup contribué aussi au développement de l'audit dans certaines collectivités qui ont été contrôlées ou qui avaient peur d'être contrôlées, et avec un effet de propagation sur les autres corps de contrôle, comme les chambres, qui ont essayé aussi de renforcer cela. On a eu l'expérimentation de la certification des comptes récemment, qui a aussi introduit, renouvelé l'intérêt pour les fonctions d'audit. Et puis enfin, on a aussi toutes les démarches de contractualisation entre les ordonnateurs, côté collectivité, et puis comptable public pour avoir des contrôles allégés, simplifiés, etc. Donc, on a plein d'initiatives et plein d'effets différents qui font que l'audit s'est développé, mais on n'a pas le texte fondateur comme Isabelle nous l'a rappelé pour l'État. Bon, on fait avec. Donc, c'est vraiment une spécificité du secteur public local. Donc, la démarche est aussi récente, mais la conséquence, c'est que selon les collectivités, on a des périmètres très différents. Je parlais des régions, parfois l'audit, c'est cantonné à l'audit des actions, des projets financés par les fonds européens, mais pas sur le reste, ce qui paraît bizarre, parce que les processus support viennent en support de tout ce qu'ont fait les régions. On ne peut pas dire qu'il y a un processus support pour des achats financés par des fonds européens et les autres achats. Mais en tout cas, le périmètre peut varier d'une collectivité à l'autre sur l'univers des risques à couvrir. Le positionnement dans la gouvernance peut être très différent d'une collectivité à l'autre également. Rattachement à une direction générale, rattachement à la présidence, l'exécutif, voire même rattachement à une direction métier, c'est extrêmement différent. Il n'y a pas aujourd'hui de modèle qui s'impose. En revanche, les métiers à couvrir sont extrêmement variés, c'est ça que je trouve qui rend ça intéressant. Et dans une collectivité, on peut couvrir à la fois, par exemple, ce qui est mon cas, le domaine de l'assainissement, des travaux publics, la restauration. On va couvrir aussi la gestion d'espaces, des espaces verts, la voirie, mais également l'occupation de cette voirie. On va gérer les aides sociales, on va gérer également les actions éducatives dans les collèges, on va gérer les actions culturelles. Donc, il y a toute cette diversité de métiers qui, je trouve, qui donnent un intérêt à la fonction. Alors maintenant, pourquoi le faire ? Maintenant que j'ai dit qu'il n'y avait pas de texte fondateur et que c'était compliqué, en fait, je trouve que le défi, c'est justement qu'on a sur ces postes vraiment la possibilité de créer quelque chose. Voilà, c'est un vrai intérêt dans la collectivité, en tout cas, d'être vraiment assez autonome, assez libre, de créer, dimensionner, tout en étant guidé par les normes pour structurer ses fonctions. Et c'est vrai que c'est le moment, justement, où on peut, comme un projet, en fait, pour moi, l'audit interne dans les collectivités, c'est un projet. Et du coup, c'est un projet de consolider cette fonction et qui rend, du coup, cette tâche vraiment intéressante. Ça peut être un vrai challenge au quotidien, mais que c'est un vrai intéressant. C'est un vrai intérêt, c'est une vraie stimulation au quotidien.
Alors, on n'est pas seul, puisque Isabelle a parlé du SICAI. On n'a pas le SICAI non plus dans les collectivités. À notre grand désespoir, on a exactement les mêmes besoins que ceux qu'Isabelle a décrits pour l'État en termes de structuration de nos métiers. Mais on a du coup un réseau professionnel qui a été porté par l'IFACI, par le groupe collectivité territoriale de l'IFACI. C'est la CIAT, la conférence des inspecteurs auditeurs territoriaux, où on essaye de faire ce que fait l'État au niveau du SICAI, parfois avec un peu plus d'avance, d'anticipation, parfois un petit peu moins, mais en tout cas, l'intérêt de nos échanges est là, justement pour aider chaque auditeur, chaque responsable d'audit dans chaque collectivité, quelle que soit la taille, sa strate, à partager des pratiques et à essayer de constituer un référentiel commun aux collectivités pour aider les uns et les autres à structurer ces fonctions. Et là, je trouve qu'on a un vrai intérêt, en tout cas, à faire de l'audit en collectivité, à la fois prendre ça comme un projet, structurer une mission, implanter une mission, et en même temps travailler avec d'autres collectivités à la structuration de ce métier, à l'instar de ce qu'Isabelle nous indiquait pour l'État en ce moment. Merci beaucoup Yanis. On peut peut-être faire un premier point effectivement avec une première synthèse sur pourquoi faire ce métier. Donc effectivement, on a rappelé protéger l'argent public, garantir une utilisation correcte et transparente des fonds, améliorer cette action publique, aider les décideurs à mieux piloter leur mission grâce à des recommandations concrètes, valoriser un parcours varié, c'était l'objectif aussi de vous faire exprimer sur vos différents parcours, puisqu'on peut combiner ces expériences opérationnelles et les missions ministérielles ou locales ou les missions passées qu'on a pu avoir pour enrichir l'analyse, travailler en réseau, collaborer avec des acteurs européens, nationaux, locaux pour sécuriser cette action publique et effectivement structurer ce métier qui est encore jeune, que ce soit même sur les fonds européens, dans les milieux de l'administration d'État ou des administrations locales. Et donc, c'est l'occasion de construire des équipes et accompagner de nouveaux professionnels. Et c'est aussi l'intérêt de faire ce webinaire sur LinkedIn, où j'espère qu'il y a des étudiants qui nous voient et qui se disent « Ah, moi, c'est là que je voudrais aller ». Alors, effectivement, sur la deuxième question, de l'audit interne dans le secteur public. On en a déjà parlé. Peut-être effectivement cette évolution qui a commencé avec des contrôles administratifs et puis qui s'est transformée en un audit plus moderne. Est-ce que avec vos connaissances, vous diriez quelles sont les spécificités aujourd'hui particulièrement de cet audit interne dans le secteur public? On a vu dans les commentaires pas mal de nos ceux qui nous suivent, nos participants, qui disent bah oui, mais on a quand même, nous, on a une différence entre ordonnateur comptable, la gestion budgétaire et comptable. Yanis, vous indiquiez aussi cette sorte d'externalisation du contrôle, ce qui n'est pas forcément le cas dans l'administration d'État. Donc aujourd'hui, vous définiriez comment pour un étudiant en fait qui se pose la question est-ce que je pars faire de l'audit interne dans le public ou dans le privé? C'est quoi la spécificité? Oriane, pour vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Alors, pour moi, si vous voulez, bon, il y a déjà des méthodes, on l'a déjà dit, sous l'impulsion des normes, qui sont des méthodes très proches que celles du privé. On reste sur un exercice indépendant. Le but, c'est d'assurer une assurance sur la bonne gestion des fonds avec une approche par les risques. En revanche, on peut distinguer plusieurs spécificités et la première tient, selon moi, à la complexité de la gouvernance, puisqu'on a une gouvernance qui va reposer sur plusieurs niveaux d'acteurs et plusieurs niveaux de contrôle et d'audit. Au premier niveau, on va trouver des acteurs de la mise en œuvre, les gestionnaires, qui, alors pour les fonds européens, on les appelle souvent les autorités de gestion, qui assurent un premier niveau de contrôle interne. Et bon, ce que disait Yannis, c'est que parfois, ce premier niveau est parfois défaillant. Et ces acteurs peuvent être très diversifiés selon les politiques européennes et les systèmes de gestion et de contrôle sont très hétérogènes. Dans certains cas, dans certains dispositifs, on va trouver une autorité de coordination
comme c'est le cas de la politique agricole commune ou de la facilité pour la reprise et la résilience. Donc, c'est une autorité de coordination qui va coordonner l'ensemble des acteurs, consolider les informations, porter les demandes de paiement auprès de la Commission européenne et qui elle-même est censée faire une partie, un contrôle interne à son niveau. À un deuxième niveau, on va trouver des fonctions d'audit interne de ces entités-là, qui constituent une sorte de deuxième ligne de défense. Et ensuite, on va trouver un troisième niveau qui est représenté par les autorités d'audit, que sont l'ANAF et la C3OP, donc l'Autorité nationale d'audit des fonds européens, et la C3OP pour la partie politique agricole, qui, elles, réalisent des audits indépendants et vont remettre un avis annuel à la Commission européenne sur le bon fonctionnement de ces systèmes de contrôle interne. Et à cela s'ajoutent des audits de la Commission européenne elle-même, puisqu'elle va superviser les audits et les contrôles qui sont menés par les États membres. Alors, d'un point de vue national, ils sont considérés comme des audits externes, mais en réalité, ils participent au dispositif global de contrôle interne de l'exécution du budget européen. Il participe au contrôle interne de la Commission européenne. Et enfin, en dernier ressort, d'un point de vue européen, on va avoir donc la Cour des comptes européenne qui, elle, audite la Commission et va émettre un avis sur la bonne exécution du budget de l'Union européenne et sur l'efficacité des politiques européennes. Et donc, en conséquence, un même dispositif peut être audité par plusieurs acteurs. Et l'audit de fonds européens ne concerne pas une seule organisation, mais c'est tout un écosystème qui est partagé entre l'Union européenne et les États membres. Et cette répétition, voire cette superposition des contrôles et des audits par différents acteurs va impliquer, on va dire, une deuxième exigence ou une deuxième spécificité de l'audit de ces fonds, c'est une documentation particulièrement rigoureuse, dans le sens où chaque constat doit être justifié, comme dans l'audit classique évidemment, chaque pièce doit être conservée, mais parfois sur plusieurs années, puisque la Commission, la Cour des comptes européenne reviennent des années après pour vérifier que l'atteinte d'une cible ou la conformité d'une dépense. Et donc, cette exigence en matière de traçabilité, de la documentation, elle est vraiment liée à la nature des fonds. Il s'agit de l'argent public européen. Et donc, l'audit vise à garantir en fait aux citoyens européens que les ressources sont utilisées correctement, de manière transparente, efficace et conforme aux règles qui ont été mises en place à la fois au niveau européen ou au niveau national. Et donc, les enjeux, ils vont dépasser un peu le cadre technique. Les enjeux, ils sont financiers, évidemment, mais il y a une dimension aussi politique et réputationnelle pour un État membre qui peut affecter sa crédibilité, voire sa capacité de financement ou de négociation future au niveau européen. Donc, il ne s'agit pas seulement, au niveau de l'audit des fonds européens, de maîtriser les risques d'une organisation, mais vraiment donner une assurance sur le fonctionnement d'un écosystème qui est assez complexe de politique publique européenne, qui est au service du citoyen européen. Ok, merci beaucoup, Oriane. Donc effectivement, si on résume un petit peu le fil de notre conversation jusqu'à présent sur la spécificité de l'audit interne dans le secteur public, on a vu cette évolution qui a commencé par plutôt avec son cœur de métier du contrôle administratif, puis qui s'est transformé en audit moderne. Isabelle nous rappelait 2011, 2022, dans l'État, plus diffus dans les collectivités. Et puis, ça s'axe sur les risques, sur la performance et aussi l'usage des données en tant que telles. Et ça se rapproche vraiment du fond du métier, que ce soit dans le privé ou dans le public. La fonction est récente, mais elle est structurée. Elle s'est progressivement appuyée sur les normes de l'audit interne, qui, au début,
l'État notamment avait dit on va réécrire les normes, et puis là sur la dernière version en 2025 on dit non, on va les utiliser telles quelles. Et puis cette spécificité du secteur public, effectivement, avec cette gouvernance particulière qui a cet effet un peu qu'on reproche parfois de millefeuille, mais qui a plusieurs niveaux, Europe, État, collectivité, et puis à l'intérieur de chaque organisation, cette gouvernance propre, comment l'audit interne trouve son indépendance, mais qui repose sur cette transparence et la responsabilité démocratique. Alors, je vous propose de passer à une troisième partie, qui est un peu les enjeux et les risques aujourd'hui de notre métier d'audit interne dans le secteur public. Peut-être, Yanis, si vous voulez commencer. Oui, alors, je parlerai plutôt des collectivités, voilà, parce qu'on a peut-être des enjeux différents. Je pense que le premier enjeu, c'est quand même de parvenir à maturité, en tout cas dans le secteur public local, dans les collectivités. Cet enjeu de parvenir à maturité est pour moi un enjeu fondamental. Ça passe par la professionnalisation de ce métier, quelles que soient les situations, que les personnes y passent pour un temps court de leur carrière ou pour un temps plus long. Je pense qu'on a besoin, en tout cas, de renforcer l'accompagnement, la professionnalisation, les formations, mais aussi la mise à disposition de ces professionnels d'un socle commun de compétences, d'outils, pour les aider à structurer ces missions d'audit dans les collectivités. C'est un enjeu qui me semble, pour moi, majeur. Alors évidemment, les normes, le travail entrepris par l'IFACI, par l'ASIAT, en lien, en partenariat avec le SICAI, avec qui on a signé une convention, en tout cas l'ASIAT, y concourt, et ça me paraît relativement important. Et ça permet aussi à chaque auditeur de ne pas se sentir seul, isolé dans sa collectivité. Puisque dans les collectivités, on a des collectivités où on peut être seul sur une fonction d'audit. Donc ça peut avoir et parfois cumuler d'autres fonctions. Et cumuler d'autres fonctions, donc ça peut donner un sentiment d'isolement ou un sentiment parfois peut-être d'être empêché ou contraint dans ses fonctions. Donc le fait en tout cas d'avoir ce réseau et cette ouverture et de travailler à cette maturité peut en tout cas rendre la tâche plus facile. C'est vraiment un enjeu fort pour les collectivités. En termes de méthodes, je rejoins ce qui a été dit, les méthodes sont les mêmes en secteur public local qu'ailleurs, avec quelques accommodements. La gouvernance n'est pas la même, le vocabulaire n'est pas le même, mais on a les mêmes sujets. Maintenant, sur nos sujets de travail, même si les collectivités, elles, ont commencé l'audit interne plutôt sur les sujets opérationnels, on a une trajectoire un peu différente de l'État. On est plutôt parti des sujets opérationnels et aujourd'hui, on va un peu plus sur les processus comptables et financiers. Tout simplement parce que la proximité de l'opérationnel sur la sensibilité des élus au service rendu faisait que l'audit interne était très mobilisé sur la sécurisation du service rendu, de la mise en œuvre des projets, la mise en œuvre des prestations, et moins peut-être sur les processus support, à l'exception des marchés, en tout cas sur le comptable et financier. Et puis, il y avait ce lien avec le comptable public, on sentait moins le besoin. Aujourd'hui, je pense qu'avec les contraintes financières et pour autant des ambitions sur les territoires qui sont toujours aussi importantes, les enjeux d'efficience, de bonne gestion vont devenir de plus en plus accrus, et ce qui fait que la présence de l'audit interne sur les sujets comptables, financiers, de gestion, dans les collectivités locales, va être amenée à se renforcer. Sur les sujets opérationnels, bon là, notre panel est extraordinaire. Comme j'ai dit, une collectivité, c'est en fait toutes les actions de l'État, mais concentrées sur un petit territoire dans une petite organisation, en respectant bien le champ de compétences de chacun. Mais du coup, l'enjeu est quand même maintenant de hiérarchiser, voilà, c'est-à-dire d'essayer de bâtir des méthodes qui permettent de manière plus rapide, plus courte, de mener des audits en passant du secteur de l'assainissement à l'audit, je ne sais pas moi, de la cybersécurité. C'est pas si simple. Donc, il faut encore capitaliser sur les méthodes pour être capable d'avoir des auditeurs, compte tenu des contraintes en termes d'effectifs, d'avoir des équipes réduites, mais qui soient capables de concourir seules ou en lien avec d'autres parties prenantes internes
à couvrir un univers de risque qui est quand même de plus en plus large. Du coup, il faut s'appuyer sur la méthode, mais aussi essayer de développer cette approche par les risques de manière à aider ses auditeurs à couvrir un univers beaucoup plus compliqué. Merci. Oui, pardon. Un dernier point, c'était en tout cas aussi, je pense, c'est la RGP. Voilà, un autre enjeu pour moi de l'audit, un terme qu'il faudra couvrir, c'est celui de la RGP. Voilà. L'ordonnance 2022, en tout cas dans les collectivités, a créé une vraie prise de conscience, parfois peut-être une certaine peur. Et je pense que l'audit doit en tout cas être conçu comme un outil, un levier pour rassurer, sécuriser les différents acteurs de la chaîne, du côté ordonnateur, par rapport à ce risque de voir sa responsabilité individuelle sur le plan financier être engagée. Et on sait très bien que l'existence d'un contrôle interne robuste protège l'agent public par rapport à cette mise en cause de la responsabilité, et que l'auditeur, en étant un partenaire du contrôle interne pour apprécier le niveau de robustesse, prescrire des recommandations, peut être un partenaire justement des collectivités face aux conséquences de cette ordonnance et du coup pour protéger, rassurer l'ensemble des agents publics qui sont concernés par le champ de cette nouvelle responsabilité. Et ça, je pense que c'est un enjeu à la fois pour présenter la mission, se positionner, et c'est un formidable appui pour ancrer encore plus cette fonction dans la gouvernance de nos collectivités. Merci Yanis. Peut-être Isabelle, rapidement, mais je voyais opiner à ce que disait Yanis, les enjeux de l'audit interne aujourd'hui pour vous au niveau de l'État et plus largement. Oui, mais je me retrouvais assez bien dans ce que Yanis vient de dire, parce qu'effectivement, au niveau de l'État également, il y a alors un enjeu de consolidation de la fonction d'audit. Voilà, c'est quelque chose, là, encore une fois, la fonction est relativement jeune, on n'est pas forcément des grosses fonctions, c'est pas forcément des grosses entités d'audit interne, et on doit s'approprier les nouvelles normes, ce qui n'est pas du tout anodin. Alors ça ne change pas au regard des exigences qui sont celles des auditeurs en termes de méthode, de rigueur, d'objectivation, de documentation, de traçabilité de leurs travaux, etc. Mais il y a quand même, sur les fonctions d'audit interne, quelques exigences un peu nouvelles, définition d'une stratégie d'audit interne, définition d'un mandat d'audit interne, un accent qui est mis sur la performance de la fonction d'audit interne, enfin, autant de sujets qui doivent être appropriés et ce n'est pas toujours aussi simple qu'on pourrait l'imaginer en premier abord. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, et je m'y retrouvais là aussi, c'est qu'on évolue dans des environnements contraints. Dans le secteur public, de manière générale, la contrainte budgétaire en est une très forte et nous oblige aussi à avoir une exigence d'efficacité, d'efficience, sans omettre la qualité du service à rendre à l'usager in fine, parce que c'est bien pour cela aussi que nous travaillons tous, qu'on soit à quelque niveau qu'on soit, en collectivité locale ou au niveau de l'État ou au niveau européen. L'idée, c'est bien de servir au mieux l'usager final. Et donc ça, c'est un enjeu également pour l'audit interne que d'être au bon niveau, au bon endroit pour faire les bonnes propositions qui visent cette meilleure efficience, cette meilleure efficacité, cette amélioration du service rendu. En termes d'enjeux plus global, je vais en citer un, il y en a de plein, mais je vais en citer un en particulier, c'est l'enjeu lié à la résilience de nos organisations dans un contexte où les choses évoluent beaucoup, où on est confronté à des crises récurrentes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, de toute nature, que ce soit des crises sanitaires graves, éventuellement mondiales, mais pas toujours. Ça peut être des crises plus locales, mais néanmoins, des crises sanitaires peuvent survenir partout. Des crises liées à la sécurité, risque d'attentats, des crises environnementales, des inondations, des pics de chaleur, etc., des risques cyber, donc qui peuvent générer des contextes de crise pour une organisation donnée. Donc, face à ces crises, le secteur public, l'État, mais le secteur public en général, doit se veiller à avoir des organisations qui soient résilientes, le plus résilientes possible. Et ça, c'est un enjeu pour l'audit interne qui peut aider
apporter sa pierre là-dedans, notamment en amont d'une crise, pour s'assurer que l'administration a bien déployé les bonnes organisations, les bons processus de décision pour faire face à une crise, quelle que soit son ampleur et quel que soit son sujet. L'audit interne peut contribuer en amont. Il peut s'assurer de la qualité des plans de continuité d'activité qui vont permettre à l'administration de poursuivre son activité, éventuellement dans un mode dégradé pour certains champs d'activité ou pas, parce que l'activité est tellement importante, sensible, qu'il faut à tout prix reconstituer un mode de fonctionnement normal dans les meilleurs délais. Voilà, tout ça sont des sujets auditables pour lesquels l'audit, de par ses outils, peut contribuer à apporter une plus-value sur un sujet qui est vraiment fondamental dans un environnement, comme je disais tout à l'heure, qui est quand même très mouvant et soumis à des risques de crise nombreux. Merci beaucoup. Alors effectivement, sur cette partie, sur les enjeux et les risques aujourd'hui, il faut qu'on fasse face aux crises et à la complexité. Donc on disait, d'un côté, on a des budgets européens en croissance, donc davantage d'audits. De l'autre côté, on a des budgets nationaux qui sont parfois plutôt en restriction. Donc il faut qu'on audite davantage, garantir l'efficacité et la transparence avec des données fiables qui sont essentielles, indispensables pour garantir les résultats attendus, assurer la continuité, donc exactement ce que vous venez de rappeler, maintenir les services publics même face aux crises, cyberattaques, climatiques, sociales, s'adapter aux nouvelles normes d'audit interne où on doit intégrer ces standards pour rester pertinent. Peut-être rapidement se poser la question de la vision du futur. En fait, Oriane, si vous voulez un petit peu nous dire quels sont les enjeux pour le futur justement de l'audit interne, que ce soit européen, mais même dans l'administration en général. Oui, alors je vais garder mon prisme un peu européen parce que actuellement, donc si on se projette dans le prochain cadre financier pluriannuel, il est actuellement en phase de négociation au niveau du Parlement européen sur la base de propositions de la Commission européenne, et il va y avoir plusieurs transformations, grosses transformations assez structurantes. Et la première évolution, elle est liée à une approche beaucoup plus intégrée entre les fonds. Puisque jusqu'à présent, les fonds européens étaient largement organisés par politique sectorielle. Donc, on va avoir la PAC, les fonds de cohésion, les programmes de recherche et de compétitivité. Et les réflexions en cours consistent à aller dans le sens d'une plus grande transversalité entre ces instruments financiers et avoir un seul fonds. Et donc, de façon à mieux répondre aux priorités stratégiques de l'Union européenne. C'est-à-dire voilà, nos objectifs climatiques, nos objectifs en matière de défense, qui prend une part croissante actuellement de nos priorités européennes. Et donc, on va avoir une forme de réduction du nombre de programmes et de règles, mais du coup, pour l'audit, ça va impliquer des audits beaucoup plus transversaux et multifonds. Et donc, l'autorité d'audit deviendra alors un acteur très central dans cette chaîne de confiance. Ça va nécessiter une coordination accrue entre les différents acteurs, au niveau national déjà, une forme de coopération entre les autorités d'audit nationales, enfin les deux autorités d'audit nationales, mais également au niveau national et européen, avec voilà, une convergence au niveau des méthodes d'audit, puisque actuellement, selon les fonds européens, tantôt on va utiliser donc les normes de l'IIA pour la facilité pour la reprise et la résilience, ou on va utiliser les normes ISAI pour les fonds structurels et d'investissement. Donc ça va nécessiter voilà, plus de coordination et puis avec une orientation croissante vers les résultats. Les politiques européennes seront fondées de plus en plus sur les indicateurs de performance, sur l'atteinte d'objectifs mesurables. Et donc, voilà, ça va induire aussi un changement aussi d'approche de nos audits avec une orientation vers l'audit de la qualité des données, des systèmes d'information, et enfin un renforcement toujours plus important de la culture du risque et de la prévention.
Voilà, les fonctions d'audit vont être amenées à formuler plus de recommandations sur les dispositifs de contrôle interne, voilà, au niveau avec des acteurs très diversifiés. Merci beaucoup, merci Oriane. On peut peut-être passer à la partie, à la partie 4. En fait, avoir notre synthèse sur la vision future. Voilà, donc effectivement, renforcer la coordination, s'orienter plus vers les résultats, hein, ça c'est vraiment très essentiel, renforcer la culture du risque et puis intégrer, alors on n'en a pas beaucoup parlé, hein, mais effectivement on en parlera peut-être dans les compétences, le fait d'intégrer l'intelligence artificielle comme un outil essentiel aujourd'hui pour notre pratique, et puis cette approche plus stratégique où effectivement certains nous demandaient en commentaire sur l'analyse causale, comment faire quand on se retrouve avec des causes qui nous dépassent un peu. Donc là, effectivement, on va passer sur la conclusion de notre discussion entre nous pour ensuite pouvoir répondre aux questions-réponses. Et donc, quelles sont les compétences dont on a besoin aujourd'hui pour avoir un audit interne de qualité et pour arriver aussi à recruter, puisqu'on est sur LinkedIn, hein, l'intérêt, c'est effectivement de recruter nos bons auditeurs. Yanis ou Isabelle, si vous voulez commencer sur ce sujet des compétences, peut-être Isabelle, sur les sujets des compétences et des ressources. Alors, sur les compétences en audit interne, il y a... Alors déjà, il ne faut pas avoir peur de se positionner sur les métiers d'audit interne. J'ai envie de dire ça en première intention, parce que je connais, moi j'en suis aussi à une manifestation, mais beaucoup de gens qui ont commencer dans l'audit interne de manière très pratico-concrète, hein, en se lançant dans le grand bain. Donc voilà, et la formation continue à l'audit interne dans le cadre de fonctions nouvelles qu'on peut prendre est une possibilité qui est ouverte. Il y a aujourd'hui de plus en plus de personnes qui ont déjà un bagage en matière d'audit interne, de maîtrise des risques et qui se présentent sur des fonctions d'auditeur interne, mais il ne faut pas se limiter nécessairement si on n'a pas ce bagage initial et si on veut postuler à un poste. Il faut juste s'assurer, par contre, c'est une composante obligatoire, que la formation continue est possible, parce qu'un auditeur interne, et ça ce sont les normes qui le disent, mais on le voit très vite tout seul, l'auditeur interne a besoin de se former de manière continue à son métier, déjà, comprendre quelles sont les attentes, les exigences de ce métier, et puis il a besoin aussi de se former à des spécificités plus techniques. Par exemple, s'il intervient sur des audits marché public, il aura nécessairement besoin d'avoir quand même un bagage un petit peu solide sur les marchés publics. S'il intervient régulièrement sur des audits financiers, il aura besoin d'avoir un bagage un peu solide sur l'analyse financière ou comptable. Donc, mais néanmoins, il y a un panel de compétences nécessaires pour faire l'audit qui peut être très large. On n'a pas besoin de toutes les avoir, et surtout pas. Mais il ne faut pas se censurer au motif qu'on ne serait pas un spécialiste de la maîtrise des risques, parce qu'il y a des choses qu'on peut acquérir aussi en formation continue. Et c'est tout l'enjeu aussi du SICAI, qui est de contribuer à développer les compétences des auditeurs internes et des responsables du contrôle interne. Donc, que ce soit en formation initiale, hein, le SICAI a passé pas mal de conventions avec des écoles de formation du secteur public, que ce soit par exemple les instituts régionaux d'administration ou les NSP par exemple, où des formations à la maîtrise des risques sont proposées et dispensées par le SICAI. Donc en formation initiale, en formation continue à l'attention des auditeurs internes, justement pour ceux qui rejoignent les rangs des fonctions d'audit interne et qui n'ont pas de bagage initial, le SICAI propose une initiation à l'audit interne et une formation aussi à la conduite de l'audit interne. Bien sûr, je parle là du SICAI, je ne parle pas de l'IFACI, mais les formations IFACI sont extrêmement riches et nombreuses. Et puis, le SICAI a aussi pour rôle d'être le chef de file interministériel des fiches métiers
du répertoire des métiers de la fonction publique qui définit justement les compétences attendues et les missions possiblement attribuées à un auditeur interne, un responsable d'audit interne ou à un responsable du contrôle interne de la maîtrise des risques. Donc, ça permet d'avoir une idée précise quand on regarde ces fiches, plus précise donc de ce qui est attendu des auditeurs et des responsables de la maîtrise des risques. Merci beaucoup Isabelle. Donc effectivement, soit on est déjà fonctionnaire et on va se former à l'audit interne, soit peut-être Yanis, on est déjà des auditeurs internes et on va rentrer dans la fonction publique. Comment ça se passe? Je vais avoir les mêmes réponses qu'Isabelle. Effectivement, on ne cherche pas des profils qui seraient proches d'un mouton à 5 pattes, ça n'existe pas. Je dirais qu'on a du mal à avoir quelqu'un qui est à la fois excellent dans l'audit interne parce qu'il a déjà eu une expérience solide sur le sujet et quelqu'un qui va connaître l'ensemble des métiers que nous allons auditer. Ça n'existe pas. Donc, du coup, tous les profils sont les bienvenus et je trouve qu'une bonne équipe d'audit, ou en tout cas une bonne équipe qui s'occupe de maîtrise des risques, c'est une équipe qui embrasse des expériences différentes, des profils différents et qui favorise cette complémentarité. Et comme le disait Isabelle, la formation continue est là pour permettre à l'auditeur ensuite d'être le plus à l'aise et le plus pertinent dans l'audit des différents sujets qu'il va découvrir et qu'il va rencontrer. En revanche, je pense les impondérables, c'est quand même une personne qui aime la rigueur, la méthode. Voilà, je pense qu'on n'a pas besoin de connaître les normes d'audit et les lire par cœur avant de devenir auditeur, mais en tout cas, il faut avoir une certaine appétence pour cette rigueur, cette méthode de travail quand on est auditeur. Je pense qu'il faut être aussi curieux, c'est-à-dire on peut avoir plein de profils différents, mais avoir une certaine curiosité d'aller découvrir des sujets, des problématiques qui nous sont éloignées. À titre personnel, des sujets, par exemple liés au SI, qui ne sont pas forcément mon domaine de prédilection, mais il faut aller il faut accepter en tout cas et encourager les personnes à aller au-delà des frontières de leurs compétences actuelles. Ça me paraît vraiment essentiel. Je pense aussi qu'il faut avoir des personnes qui ont un certain courage et une certaine humilité en même temps. Et accepter aussi qu'on est sur un métier qui se construit et on peut être aussi une personne qui va porter une petite pierre à l'édifice pour construire ces métiers et les consolider. Il faut accepter cela. Maintenant, au point de vue très, très technique, je pense que dans l'avenir, si on parle de l'avenir, l'utilisation des données va devenir une compétence importante. En tout cas, pour les personnes qui vont être des auditeurs, on va dire juniors, voilà, je dirais. Je pense que dans l'avenir, par rapport à tous les défis qu'on a pu citer, être capable d'étayer ces constats en ayant une vision non plus par échantillon, mais sur un univers de données beaucoup plus vaste, va devenir important par rapport aux enjeux qu'on a relevés, mais aussi tout simplement parce que les techniques étant là, on va reprocher à l'auditeur de ne pas savoir les utiliser ou de ne pas recourir à un tiers si on n'a pas les compétences, d'avoir un tiers, comme c'est le cas dans certaines inspections générales ou missions d'audit au niveau de l'État, un tiers qui peut nous aider à réaliser nos missions. Ça me paraît important. Et aussi, le recours à l'intelligence artificielle, dans les années à venir, va être un outil pour relever ces enjeux d'efficience, lever ou alléger ces contraintes de ressources. Ça va devenir aussi très, très important. Et enfin, peut-être pour les collectivités, je pense qu'au niveau de l'État, ce sera pareil, c'est qu'aujourd'hui, on est souvent dans des programmations d'audit sur des sujets ponctuels. Tous les ans, on fait notre cartographie des risques, on identifie les sujets qui vont intéresser notre gouvernance ou sur lesquels il y a un risque particulièrement prégnant dans l'année. Je pense que ça va toujours rester vrai, mais qu'en plus, comme on l'a dans les entreprises privées, être capable de faire des audits cycliques très réguliers sur les mêmes sujets, sur les processus support ou les fonctions transverses dont parlait Isabelle, et donc de mener les deux de front. Et donc ça obligera peut-être à voir en termes de gestion de temps, de rigueur, de maîtrise de l'investissement, beaucoup plus d'attention portée à ce sujet. Et donc, avoir une gestion beaucoup plus fine de ces missions. Voilà, je pense que c'est des qualités qui vont devenir de plus en plus importantes. Et comme Isabelle disait, pour accompagner, on a des formations à l'IFACI. Le CNFPT propose des formations, pas encore suffisantes, mais en tout cas, il en propose.
Et puis, on a aussi le travail de la SIAT, appuyé par l'IFACI, pour échanger, mettre en réseau les professionnels de l'audit, puisque quand on commence à auditer un sujet qu'on ne connaît pas, on peut être certain qu'un auditeur l'a déjà connu, l'a déjà traité. Et ce qui compte, c'est d'être capable de s'appuyer sur ce réseau pour réaliser cette mission. Donc, travail en réseau me paraît relativement aussi important pour un auditeur dans la sphère publique. Merci beaucoup Yanis. On peut effectivement voir Oriane a dû s'absenter, donc on a une vision un peu tronquée. Mais effectivement, notre partie 5 sur les compétences et les ressources, ce qui est essentiel, c'est la polyvalence, l'expertise technique, mais comprise au sens collectif aussi, effectivement, comme vous le rappeliez. C'est-à-dire que si un tel peut être très bon en système d'information, un autre peut être excellent sur les politiques publiques en tant que telles, sur un aspect métier, sur les aspects support, etc. La formation continue, SICAI, déjà AFP, CNFPT, et puis effectivement l'IFACI qui est en support de toutes ces formations. Et les ressources spécifiques, donc pour les collectivités, vous les évoquiez avec la SIAT, la conférence des inspecteurs et des auditeurs territoriaux. Et enfin, effectivement, qualité humaine, humilité et courage. Donc courage qui est arrivé dans les nouvelles normes pour formuler des constats utiles et des recommandations à valeur ajoutée. Merci beaucoup, merci à tous. Alors, on a quelques questions. Peut-être, Yannick, vous avez déjà répondu un peu sur l'intelligence artificielle et les outils. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, peut-être vous ne pouvez pas répondre pour tout le secteur public, mais où est-ce qu'on en est, tant Isabelle que Yanis, à ce niveau-là, en termes d'outils et d'intelligence artificielle particulièrement? Bon, je me lance. Allez-y, Isabelle. Alors, sur l'intelligence artificielle, c'est effectivement, tout le monde se pose la question, quel que soit son champ professionnel finalement, mais en audit interne aussi, bien entendu. Les questions qui se posent, c'est en quoi l'intelligence artificielle peut m'aider à mieux faire mon métier d'auditrice, à quel moment il peut mieux m'aider, est-ce que c'est dans l'analyse de risque, est-ce que c'est dans la constitution de mon programme de travail, est-ce que c'est dans une phase plutôt rédactionnelle, etc. Est-ce que c'est dans la gestion documentaire? Est-ce que c'est dans les travaux terrain avec l'analyse de questionnaires en nombre, etc. Sans doute un peu de tout ça. Il faut quand même avoir des petits points de précaution quand on utilise l'intelligence artificielle. Il faut savoir quelle intelligence artificielle on utilise, parce qu'il ne faut pas être complètement naïf aussi sur l'utilisation des données que l'on donne à l'intelligence artificielle et ce qu'elle peut en faire derrière. Donc, il se pose la question de la souveraineté. Néanmoins, on peut traiter de sujets assez confidentiels, en tout cas pour notre organisation, et qu'on n'a pas nécessairement envie de voir réutilisé par ailleurs par une intelligence artificielle qu'on ne maîtriserait pas. Donc, c'est un sujet. Donc, il y a encore beaucoup je dirais qu'on en est au tout début. Alors, les questionnements sont assez bien posés aujourd'hui. Par contre, les réponses sont encore parfois balbutiantes. Voilà. Ça dépend des organisations qui sont certaines plus en avance que d'autres, c'est certain. Ça dépend aussi des moyens qu'on est capable de mettre en face, c'est-à-dire est-ce qu'on peut développer une intelligence artificielle maison d'une certaine manière ou pas? Est-ce qu'on va utiliser des outils publics avec des abonnements spécifiques, mais néanmoins. Enfin, voilà, beaucoup de questions se posent de cette nature-là. Donc ça, c'est un premier sujet pour l'intelligence artificielle. Le deuxième sujet, c'est l'intelligence artificielle sera bientôt, certainement très vite finalement, aussi un objet à auditer. C'est-à-dire en quoi l'intelligence artificielle peut nous aider, intervient, est-ce que c'est un nouveau risque? Sans doute. Est-ce que c'est une nouvelle opportunité? Sans doute. Mais certainement, ça sera un objet à auditer. Alors, pour cela, encore faut-il que ce soit aussi pris en compte dans les cartographies des risques. Donc, c'est encore très récent. Tout ça évolue très, très vite. Pour l'instant, toutes les cartographies des risques, je suppose, en tout cas au sein de l'État, ne prennent pas en compte ce risque-là, mais ça ne saurait tarder très certainement. Et donc, ça sera certainement prochainement un objet à auditer également. Merci beaucoup. Je profite là on a quelques questions sur les normes internationales. Alors, effectivement. En complément, juste pour répondre sur l'intelligence artificielle, je vois tout à fait ce que dit Isabelle. Bon, il faut quand même citer GAIA, l'IFACI
propose maintenant aux auditeurs, qui est quand même très intéressant. On est au même stade qu'Isabelle dans les collectivités, ce qu'Isabelle visait pour l'État, plutôt au balbutiement. Je rajouterais juste un point, c'est qu'aussi je pense que les auditeurs maintenant devront être capables dans leurs recommandations d'intégrer l'existence de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire quand on va regarder un processus, quand on va faire des recommandations pour consolider un processus, éventuellement le rendre plus efficient, il faudra être capable d'identifier les opportunités qu'ouvre l'intelligence artificielle pour traiter la zone de risque qu'on a auditée. Et ça oblige quand même l'auditeur à identifier ou évaluer ou apprécier le gain potentiel qui est lié, mais aussi la complexité de la mise en œuvre. C'est-à-dire, est-ce que vraiment on a les moyens de faire? Mais en tout cas, aujourd'hui, plutôt demain, faire des recommandations sans se poser la question, est-ce que mes recommandations embarquent ces possibilités ouvertes par l'intelligence artificielle me paraît être une nécessité. On est encore au tout début. Est-ce qu'on est prêt pour le faire? Peut-être pas, mais en tout cas, je pense que c'est un vrai défi qui s'ouvre à nous. Sinon, on risque d'être un petit peu, je dirais, déclassé ou avoir une valeur ajoutée moindre si on n'est pas capable d'embarquer ces nouvelles solutions dans nos recommandations. Merci Yanis, effectivement, vous avez mentionné Gaia, qui est une solution d'intelligence artificielle qui a été développée par l'IFACI et qui permet de répondre dans une certaine manière à ces sujets de confidentialité. Donc je profite, il y a une personne qui dit: est-ce que tout le monde passionné par l'audit interne peut adhérer à l'IFACI? Oui, bien sûr, j'aime beaucoup cette définition de personne passionnée. Et puis effectivement, une autre personne qui demande si les auditeurs internes doivent appliquer les normes GIS ou ISAI, INTOSAI, etc. En fait, vous avez les propres normes de votre organisation, de votre pays, de votre collectivité, etc. Plus, effectivement, les normes, donc Global Internal Audit Standards, les GIAS, comme vous voulez, on les appelle aussi le CRIP, le cadre de référence international pour la pratique professionnelle de l'audit interne. Donc ça, c'est les normes qui sont promues par l'Association internationale de l'audit interne, par l'IFACI, et ce sont elles qui font foi. Et quand vous dites « je fais de l'audit interne », ça veut dire que vous vous référez à ces normes-là. Donc ça, c'est essentiel. On avait des questions au début un peu sur la taille de l'audit interne par rapport à la collectivité notamment. Yanis, vous avez une belle vue sur un peu toutes les collectivités françaises. C'est vrai qu'on a beaucoup de participants qui sont de toute la francophonie, dont l'Afrique de l'Ouest, mais en France, à quoi ça ressemble un peu l'audit interne par rapport à la taille d'une collectivité? Je pense qu'on pourra avoir les mêmes remarques au niveau de l'État. Il y a une très grande diversité de situations. On n'est pas arrivé à maturité. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas regarder la situation comme étant définitive ou porter un jugement sur la situation présente. Moi, je pense qu'on est plutôt dans cette phase de construction, qu'il y a un mouvement, qu'on gagne en maturité et que nos employeurs, en tout cas nos exécutifs locaux, y consacrent les moyens aussi au fur et à mesure du gain, en tout cas de l'intérêt, de leur conviction par rapport à ce que peut apporter l'audit. Donc, il faut accepter de passer par une étape intermédiaire où on a peut-être moins de ressources, peut-être qu'on n'aura pas autant qu'on voudra compte tenu des contraintes budgétaires, c'est pas ce que je dis, mais en tout cas, il faut accepter qu'on est dans une phase un peu intermédiaire par rapport à d'autres organisations où on n'a pas tous les effectifs à jour. Donc, du coup, les activités sont un peu à l'image. Et que parfois, pour une petite commune, notamment la SIAT a délivré cette année un prix, un trophée pour une démarche particulièrement innovante. C'est la commune de Le Bonneau, dans le Morbihan, où il y avait un auditeur qui a fait un audit, par exemple, de tous les services techniques. Il est tout seul, la commune a 3000 habitants. Bon, 1 pour 3000 habitants, c'est énorme par rapport à nous en Seine-Saint-Denis, où il y a 5 auditeurs plus la responsable de l'audit pour un département millionnaire, vous voyez. Donc, il n'y a pas de normes, voilà. C'est plutôt la dynamique et je pense la professionnalisation de l'équipe qui est importante. Mais en tout cas, il y a une variété. Je ne peux pas dire autre chose que parfois, il n'y en a pas. Ils sont à temps partiel, ils sont multitâches. Il peut y avoir une personne et des équipes beaucoup plus constituées. Mais je pense que c'est la tendance qui est favorable qu'il faut regarder.
Merci beaucoup. On a une question qui nous dit quelles sont les interactions et les synergies qui peuvent être développées entre l'audit interne et externe au niveau du secteur public et les limites. Isabelle, est-ce que vous, dans votre activité, vous avez aussi ces interactions avec d'autres audits qui soient internes ou externes? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Alors, traditionnellement, on assimile peu ou prou l'audit externe et la Cour des comptes dans notre écosystème à nous. C'est-à-dire que même si la Cour des comptes ne fait pas de l'audit interne au sens où nous le faisons nous, ces modalités d'intervention font que nous veillons à nous articuler d'une certaine manière. C'est-à-dire que les audits financiers, par exemple, les audits financiers peuvent être transmis à la première chambre de la Cour des comptes qui assure tous les travaux liés à la certification des comptes de l'État. Donc, l'audit interne, dans ce cadre-là, contribue à documenter d'une certaine manière les travaux de la Cour sur certains sujets, quand nous le faisons. Donc, il y a une articulation qui peut se faire. Maintenant, jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que les audits internes, dans notre écosystème ministériel, les audits internes sont à destination de nos ministres et de nos commanditaires, en premier lieu. Donc, nos audits, quand ils ne sont pas financiers, n'ont pas vocation à être remis systématiquement à la Cour des comptes. Ils peuvent l'être uniquement dans le cadre d'une demande tout à fait formelle de la Cour qui, en dernière ligne droite, de toute façon, a accès à beaucoup de choses, y compris des audits internes métiers, si elle le demande de manière, selon le canal de demande formelle. Voilà. Mais voilà, audit externe et audit interne, dans notre écosystème, on l'assimile à audit interne, Cour des comptes, pour faire simple. Après, il peut y avoir d'autres acteurs, d'autres autorités de contrôle qui peuvent être des autorités indépendantes, mais l'essentiel, c'est quand même audit interne Cour. Merci, merci beaucoup. On a quelques questions sur l'aspect financier, justement. Donc, Oriane, qui est aussi placée sur l'audit des fonds en tant que tel, est-ce que vous appuyez aussi sur des compétences purement financières, comme pourrait avoir un auditeur externe, par exemple? Non, pas nécessairement. Bien sûr, des compétences financières sont complètement, sont intéressantes pour les fonds européens, mais pas seulement. Au vu de l'ensemble des éléments ou des processus sur lesquels il faut donner un avis, on aurait tendance à dire plutôt des compétences plutôt généralistes. Et pas uniquement des compétences financières. Ok, merci beaucoup. Écoutez, je pense qu'on a balayé pas mal de questions. Je ne sais pas si au fil de notre conversation, vous en avez vu, Isabelle, Yanis et Oriane, auxquelles vous avez dit, ah oui, là, il faut que je rajoute une précision ou quelque chose. On a parlé d'intelligence artificielle, effectivement, comme outil et comme objet d'audit. On en a une peut-être qui peut être à laquelle vous pouvez répondre tant Yanis que Isabelle ou Oriane, qui sont sur les causes racines. Est-ce que ça vous est arrivé de relever des constats dont les causes racines proviennent de la stratégie au plus haut sommet de l'organisation et comment vous orientez les recommandations? Alors, je vais répondre. On a eu un cas, on a eu parfois plusieurs cas. Alors, ce n'est pas la cause racine. En tout cas, on voyait bien que les leviers à mobiliser pour sécuriser une zone de risque n'étaient pas à la main de la collectivité. J'ai des souvenirs, vous savez, le département de la Seine-Saint-Denis est un département qui est confronté à de nouveaux défis. Ça se traduit par aussi des montants à dette sociale, un nombre d'allocataires de certaines sociales qui est très important. Et pour sécuriser le versement, par rapport à des zones de risque qu'on a pu identifier, il nous manquait quelques instruments que la loi, en tout cas l'autorité réglementaire, ne nous avait pas attribués, que ce soit de partage de bases de données en commun avec les organismes de sécurité sociale ou avec l'État, notamment. J'ai le souvenir de ceci. Et du coup, comment l'a-t-on traité? En remontant à l'exécutif, l'exécutif peut aussi se saisir saisir des parlementaires
qui ont pris attache avec des parlementaires qui, par le biais d'un amendement, ont fait évoluer la législation, mais c'est aussi l'exécutif qui, par ses relations aussi avec certains ministères, peut engager une discussion. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas le levier à notre main qu'on n'a pas une recommandation en formulée, et après, c'est notre commanditaire qui peut s'en emparer et ensuite faire le travail qui est le sien, c'est-à-dire agir auprès de ses partenaires pour faire évoluer la situation. Donc, pour moi, ce n'est pas un obstacle à la réalisation d'un métier, ça prend plus de temps. Quand on fait le suivi des recommandations, on peut s'apercevoir que les délais sont relativement longs, mais ce n'est pas un obstacle. Voilà. Merci beaucoup Isabelle. Un mot, une conclusion, enfin peut-être pour finir sur cette question qui touche aussi au courage de l'auditeur quelque part. Je suis d'accord pour dire que ce n'est pas un obstacle. Néanmoins, l'auditeur ou l'auditrice doit avoir en tête la limite de l'action de l'audité auquel il s'adresse pour justement bien cibler la recommandation de manière à ce que dans sa rédaction, il fasse comprendre qu'il a bien identifié que le levier n'appartenait pas nécessairement à l'audité auquel il s'adresse. Sinon, le risque, c'est qu'il y a un rejet de la recommandation pure et simple, en tout cas c'est quelque chose qu'on peut voir, en nous disant je n'ai pas le levier, donc je ne ferai pas. Voilà. Donc, il y a la manière dont on va amener cette recommandation pour lesquelles on a bien identifié que le levier n'est pas complètement à la main de l'entité à laquelle on s'adresse et que cette entité va devoir elle-même en référer plus haut. Donc, voilà, donc il y a ça. Et le deuxième point, c'est que si dans la recommandation de ce fait un peu limité, on a toujours, en tout cas pour notre pratique à nous dans notre ministère, on a toujours la possibilité d'en référer, alors en dehors, j'ai envie de dire, du rapport d'audit lui-même, d'en référer directement au ministre quand on transmet le rapport. C'est-à-dire, voilà, on a identifié telle difficulté, le levier n'est pas à la main de telle entité, par exemple, pour ne cibler personne, c'est à la main de la direction du budget, au hasard. Donc, c'est un effet d'alerte qui peut être fait au plus haut niveau pour justement essayer de porter le sujet au-delà et éviter qu'on ne s'enferme dans des solutions qui ne seraient pas satisfaisantes parce que trop limitées, parce que les leviers véritables sont au-delà de notre sphère d'action. Très bien, merci beaucoup. On a élevé le débat d'un niveau, effectivement, et ça, c'est passionnant et c'est la particularité de l'audit interne, de toucher beaucoup de sujets, beaucoup d'interlocuteurs et de pouvoir effectivement faire avancer l'action publique, ce qui est au cœur de notre engagement. Donc moi, je vous remercie infiniment de votre temps. Je remercie tous les commentaires, ça a été très vivant pendant cette heure et demie. Et puis, on se revoit certainement bientôt dans les différents événements qui peuvent être organisés par l'IFACI notamment. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.